Un film raconte l'histoire d'une famille frappée par un malheur mystérieux dans la ville de Washington. Une mère voit sa fille, Regan, être possédée par le malin lui-même. Pris de spasmes et de troubles nerveux, l'état de la jeune fille se dégrade au fur et à mesure, en même temps que son comportement. Lors d'un dîner mondain, elle annonce même à un astronaute sa mort imminente dans le ciel. Les analyses médicales ne montrent rien qui pourrait expliquer l'état de la jeune fille, mais son comportement laisse présager du pire. Elle a été possédée par un démon. Le père Karras est contacté et durant le film, un exorcisme est réalisé, libérant la jeune fille du démon, mais à un ultime prix. Le père recueille le démon dans son propre corps et se donne la mort, mettant fin à sa vie et à celle du démon qui hantait la jeune fille. Cette histoire est le résumé d'un film d'horreur culte, considéré par beaucoup comme le plus grand film d'horreur de tous les temps, L'Exorciste. Mais au-delà d'un film d'horreur marquant et d'un thème musical restant dans les esprits, une vérité bien plus sombre se cache derrière le film. Cette vérité, c'est que le film s'inspire d'une histoire vraie. Il s'inspire, mais il ne reproduit pas l'histoire à l'identique. Et l'histoire vraie derrière le film L'Exorciste, c'est l'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo. Cette histoire serait celle d'un jeune garçon dont on ne connaît pas réellement l'identité. On pense que le vrai nom de cet individu est Ronald Unkeler, mais lors de la divulgation de son histoire, le nom qui lui a été donné est Roland Doe. Un peu à l'image de John Doe ou Jane Doe, le nom qu'on attribue à des personnes dont on retrouve le corps et qu'on n'arrive pas à identifier. L'autre nom qu'on donne à ce jeune garçon est Robbie Mannheim. Dans la vidéo, on l'appellera Robbie Mannheim, comme ça ce sera plus simple de comprendre quand on parlera de lui. En cette année, Robbie était un jeune garçon, âgé de 13 ans. Il était enfant unique, dans une famille classique, sans histoire particulière. C'était un enfant décrit comme plutôt calme, réservé, très studieux, qui travaillait beaucoup. Il vivait avec ses parents, mais également avec sa grand-mère dans le Maryland, et il était très proche d'un membre de sa famille. Ce membre, c'était sa tante, Harriet. Et cette tante est peut-être le point de départ de ce qui s'est passé dans la suite des événements. Effectivement, Harriet se présentait comme une médium, comme quelqu'un ayant des capacités spirituelles et donc, moyennant paiement, elle proposait de réaliser des séances de spiritisme à l'aide d'une planche de Ouija. Robbie, lui, était très intrigué par l'activité qu'exerçait sa tante et étant très proche de cette dernière, il lui a demandé de l'initier au spiritisme, notamment par l'intermédiaire d'une planche de Ouija. Malheureusement, peu de temps après avoir appris à s'en servir, sa tante Harriet a perdu la vie, laissant le jeune garçon dans une tristesse immense. Et comme chez de nombreuses personnes à la suite d'un décès, le comportement de Robbie a changé. Il était de plus en plus renfermé, aigri, il est resté seul dans sa chambre pendant des périodes prolongées. Et bien qu'on ne sache pas ce que faisait Robbie dans sa chambre quand il y restait, on a une supposition. Avec ce que sa tante lui a appris, on suppose que Robbie s'est adonné à des séances de spiritisme par l'intermédiaire d'une planche de Ouija pour essayer de rentrer en contact avec sa tante disparue. Chose évidemment à ne jamais faire parce que quand on utilise une planche de Ouija, on ouvre une porte. Et on ne sait pas qui peut emprunter la porte qu'on a déverrouillée. Et il est fort possible que dans le cas de Robbie Mannheim, ce qui a franchi cette fameuse porte n'est pas quelque chose de positif. Quelque chose de mauvais a sûrement répondu à son appel. Effectivement, c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à devenir étranges. Des bruits ont commencé à résonner dans les murs de la maison. Et d'abord, la famille pensait à quelque chose de très terre-à-terre, très rationnel. Ils se sont dit qu'il y avait peut-être des rongeurs, donc ils ont appelé des spécialistes pour traiter les fameux rongeurs qui pourraient être dans les murs. Mais les spécialistes n'ont absolument rien trouvé. Rien n'expliquait ces fameux bruits dans les murs. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, la maison a commencé à être le théâtre d'événements de plus en plus étranges. Il y avait des coups qui résonnaient dans des pièces où il n'y avait personne, des objets qui se déplaçaient comme de par leur propre volonté, des lustres qui se balançaient seuls, ou encore l'image du Christ qui se voyait être cogné contre le mur, comme si quelqu'un éprouvait une haine farouche à son égard. Étant aussi un petit peu connaisseur, pour pas dire expert évidemment, du milieu spirituel, les parents de Robbie ont d'abord pensé que Harriet, la tante défunte, essayait d'une certaine manière de communiquer avec les vivants. Mais, voyant que les manifestations étaient de plus en plus violentes, ils ont rapidement changé d'avis, se disant que si
l'entité qui était là était bien Harriet, elle ne ferait pas de telles choses. Plus le temps passait, plus les événements étaient intenses. Et un endroit en particulier semblait être beaucoup plus actif en termes d'événements étranges que le reste de la maison. Cet endroit, c'était la chambre du petit Robbie. Dès qu'il s'y trouvait, énormément d'activités surnaturelles, si on peut appeler ça comme ça, se produisaient. Quand il était sur son lit commençait à bouger, les objets volaient de part et d'autre de la pièce. Robbie était lui-même d'ailleurs victime de certains événements, par exemple, il était parfois éjecté d'une chaise sur laquelle il venait de s'asseoir. Mais Robbie n'était pas seulement victime de tout ce qu'il se passait, il était aussi en quelque sorte acteur des événements. Dès que la nuit tombait, que la lumière du jour disparaissait, le comportement de Robbie changeait totalement, comme si une deuxième personnalité prenait le dessus sur lui. Il devenait très étrange, disait des choses bizarres, et à la suite de tout cela, des marques étaient laissées sur son corps. Des bleus, des traces de coups. Robbie n'était pas du tout un enfant battu, donc personne ne comprenait d'où venaient tous ces éléments très étranges. Donc, après avoir fait appel à des spécialistes médicaux, comprenez par là des psychiatres, des thérapeutes qui n'ont pas su expliquer pourquoi Robbie avait ce comportement, la famille a décidé de se tourner vers quelque chose d'un peu plus spécifique. Ils ont donc appelé un un pasteur qui avait du mal à croire un petit peu à l'histoire qu'on lui racontait. Donc, pour en avoir le cœur net, il a décidé de prendre Robbie chez lui pour une nuit afin de constater de ses propres yeux si effectivement il se passe quelque chose ou si il n'y a rien et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Voilà ce qu'il a raconté. La nuit du 17 au 18 février, j'ai pris l'enfant avec moi pour la nuit afin de constater de moi-même les phénomènes en question. L'enfant s'est endormi dans un fauteuil qui peu de temps après s'est mis à glisser seul sur le plancher de la pièce. J'ai mis alors l'enfant sur le lit qui, lui aussi, s'est mis à vibrer. Le matelas fut jeté par terre et il a glissé latéralement sous le lit. Pour le pasteur ami de la famille, il n'y a plus de doute, Robbie est bien possédé par quelque chose. Donc, il conseille à la famille de rentrer en contact avec l'église catholique et notamment avec un homme, le père Hugh. Une rencontre est organisée entre le père, la famille ainsi que Robbie et pendant ce fameux rendez-vous, Robbie a eu un comportement assez original. Il éprouvait une haine farouche envers tous les objets ayant des liens avec Dieu. Une croix, de l'eau bénite, une Bible. Et donc, étant une caractéristique principale d'un cas de possession, cette haine d'éléments religieux, le père Hugh comprend lui aussi que Robbie est possédé par quelque chose de mauvais. Mais le père a eu une preuve supplémentaire, et une preuve qui aurait pu lui coûter très cher. Il était sur sa chaise en train de parler tranquillement et à un moment donné, sans que personne ne fasse quoi que ce soit, sa chaise a commencé à s'élever au-dessus du sol et l'a envoyé contre un des murs de la pièce. Comprenant qu'il avait devant lui quelque chose de surnaturel, le prêtre en a profité pour demander quel était le nom de l'entité qui possédait Robbie Mannheim. Et la seule réponse qu'il a eue, c'est une phrase très mystérieuse. Cette phrase, c'est « Je suis la Légion ». La chose à faire est claire, il faut exorciser le petit Robbie. Il est donc emmené dans un hôpital, l'hôpital de Washington, et sur place le comportement de Robbie ne s'est pas arrangé. Il était très violent, à tel point que les infirmières, pour le traiter, devaient l'attacher, et là-bas, bien qu'il n'était que très peu familier de rituels pour exorciser des personnes, le père Hugh s'y est contraint. C'était quelqu'un de novice dans le milieu, Robbie était la première personne possédée qu'il rencontrait. Il y a eu 3 séances d'exorcisme qui n'ont pas fonctionné. À chaque séance, l'entité semblait devenir plus forte, comme si en fait plutôt que de libérer Robbie, les séances augmentaient la force de l'entité qui avait pris possession du jeune garçon. D'ailleurs, à un moment donné, Robbie, ou l'entité, a réussi à retirer un de ses liens et il a retiré un des ressorts du matelas et s'en est servi comme d'une arme, laissant des traces, une cicatrice au père qui avait essayé de le maîtriser. C'est là que le père Hugh a abandonné, nécessitant des soins, et il a renvoyé Robbie Mannheim chez lui. Là, totalement en liberté, les choses, encore une fois, ne se sont pas arrangées. Les parents de Robbie vivaient dans une peur constante. Imaginez un petit peu vous vivre avec quelqu'un dont vous savez qu'il est possédé par quelque chose et il est en liberté chez vous. Il y a de quoi ne pas dormir sur ses 2 oreilles. Et une nuit, il y a eu un élément de réponse qui est sorti d'un peu nulle part. La mère de Robbie, qui est allée voir son fils pour voir comment il se portait, a remarqué quelque chose qui se différenciait de ce qu'il se passait habituellement. Rappelez-vous, Robbie avait de temps en temps des traces de coups, des bleus, mais là, il avait écrit sur sa poitrine vraiment un mot. Ce qu'il y avait marqué, c'était
Louis. Les parents de Robbie ont pris ça pour un signe qu'il fallait contacter un hôpital de la ville de Saint-Louis. Malheureusement, les médecins de l'hôpital n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Évidemment, on n'a pas affaire à un problème médical, mais à un problème spirituel dans ce cas-là, si on y croit évidemment. Et c'est une personne extérieure à l'histoire. Le cousin de Robbie qui a raconté l'histoire du petit garçon à un révérend, le révérend Bishop, qui était également professeur dans l'université où étudiait le fameux cousin, et il a donné un conseil assez intéressant. Il a conseillé de contacter un homme qui n'est en rien un novice, le prêtre Bowden du diocèse de Saint-Louis. Donc on retrouve cet élément de Louis, peut-être que cet homme est important, un homme qui a travaillé au sein de l'armée américaine, quelqu'un de qualifié comme étant peu influençable, droit dans ses bottes, comprenez par là quelqu'un qui n'aurait pas peur d'affronter l'entité qui habiterait le corps du petit Robbie. Le prêtre accepte l'affaire et donc le père Bowden se rend donc au domicile de Robbie Vanaheim pour déjà constater ce qu'il se trame à l'intérieur de la maison. Et rapidement, comme tous les autres, il assiste à des choses qui ne mettent pas beaucoup de temps à le convaincre qu'il y a bien une entité qui a pris possession de Robbie. Robbie parle avec une voix très gutturale qui ne ressemble pas du tout à la voix qu'il a habituellement. Il a une aversion pour tout ce qui concerne la religion. Le père assiste même à des événements paranormaux, des choses qu'il évite sans que personne ne les porte, des objets qui se déplacent. Et donc, étant certain qu'il y a bien possession démoniaque dans ce cas-là, le prêtre demande la permission à l'église de réaliser un exorcisme. On lui donne la permission et le père Bowden décide d'avoir une toute autre approche de celui qui a déjà essayé de réaliser des exorcismes par le passé, c'est-à-dire le père Hugh. Ne voulant pas être blessé, déjà, et n'étant pas forcément sûr de ses compétences, il décide de faire appel à d'autres prêtres pour le soutenir dans cette dure épreuve. Tout le monde doit être extrêmement prudent pour éviter une blessure. On voit que le démon est capable de blesser parfois gravement les personnes qui essayent de le faire disparaître. Et donc après, plusieurs exorcismes ont eu lieu. Et malheureusement, chacun d'entre eux n'ont pas été des succès. À chaque fois, Robbie se débattait. Des événements se produisaient. Robbie faisait preuve d'une rage féroce. Il a même cassé le nez d'un des prêtres qui se trouvait sur place pendant l'exorcisme. Donc, commençant à perdre espoir, le père Bowden a demandé aux parents de Robbie de le faire interner. Robbie a été installé dans une pièce totalement isolée, personne ne pouvait l'entendre, que ce soit parler, crier, proférer des menaces. C'était très bien isolé, on n'entendait pas ce qu'il y avait dans les couloirs quand on était dans la chambre, on n'entendait pas ce qu'il y avait dans la chambre quand on était dans les couloirs, comme ça ceux qui étaient là à s'occuper de Robbie pouvaient être concentrés et ne pas s'occuper de ce qu'il y avait derrière. Robbie était en soi dans cet hôpital psychiatrique enfermé comme s'il était le pire des tueurs en série. On ne pouvait pas sortir de la pièce de l'intérieur, l'accès se faisait par l'extérieur. Et malgré toute cette infrastructure, tout ce qui est réalisé, rien ne fonctionne. Et même au contraire, tout à chaque fois semble empirer la situation. Ce qui est évidemment à l'opposé de ce qui est recherché. Mais ce qui est très étrange, c'est que cette histoire va avoir un dénouement que personnellement je n'ai jamais vu dans une histoire d'exorcisme. Au fur et à mesure du temps, ceux qui étaient engagés dans ce cas d'exorcisme, c'est-à-dire le père Bowden et les pères qui étaient là pour l'assister, ont vu leur santé morale et physique décliner. Ils commençaient à ressentir toute la situation comme si la possession de Robbie avait un impact sur eux et ils commençaient clairement en fait à perdre espoir, à se dire on n'y arrivera pas et continuer dans cette voie, un jour ça va nous tuer. Donc d'un commun accord, tous les prêtres engagés dans l'exorcisme de Robbie ont décidé de le baptiser pour essayer de renforcer entre guillemets sa protection au travers des sacrements. Sauf que, déjà, n'ayant pas réussi à l'exorciser, eh bien vous vous doutez bien qu'un baptême, c'est encore plus compliqué. Ça a été le pire moment de tous les exorcismes, de tous les rituels qui ont déjà eu lieu. Robbie était là comme s'il se battait pour sa vie. Robbie ou l'entité qui avait pris possession de lui. Les prêtres ont réussi à lui faire manger une hostie, évidemment avec tout le rituel qu'il y a autour, et après avoir ingéré l'hostie, le démon ne s'est pas montré affaibli. Robbie n'était pas calmé. Pire, il était encore plus énervé qu'il ne l'était avant. Comme si en fait, c'était une batterie qu'on rechargeait continuellement. Mais, à un moment donné, alors que les prêtres essayaient de contenir le démon, il s'est passé un truc qui relève du miracle. Robbie, avec une voix qui n'était pas la voix gutturale du démon, celle qu'on pouvait reconnaître, a dit « Satan, Satan, je suis Saint Michel et je vous ordonne à vous, Satan et aux autres esprits de quitter ce corps. » Et
En même temps que ces mots étaient prononcés, les prêtres ont vu sur le corps de Robbie se dessiner des mots comme mal et enfer. Et après ça, terminé. Robbie est redevenu très calme, comme si en fait tout ce qui s'était passé avant ne s'était jamais produit. Vraiment d'un claquement de doigts, tout s'est arrêté. Comme si en fait, et clairement c'est ce qui est dit vis-à-vis de cet exorcisme, c'est une intervention divine qui a libéré le jeune garçon de son état de possession. Dans les jours qui ont suivi, Robbie a pu aller à la messe et ne montrait plus aucune aversion pour les éléments religieux. Et voyant que tout semble fini, Robbie a été renvoyé chez lui au sein de sa famille. Et la vie, ensuite, a repris son cours comme si tout cela n'était jamais arrivé. Et la suite, on sait que Robbie s'est marié, qu'il a été père, puis grand-père. Par contre, chose étrange, il n'a aucun souvenir de la période où il a été possédé. Et apparemment, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez ceux qui ont été victimes de possession. Ils n'ont aucun souvenir de ce qu'ils ont pu faire, de ce qui s'est passé quand ils étaient sous l'emprise de quelque chose. Quand l'état de Robbie s'est amélioré, des médecins l'ont ausculté et ils n'ont rien détecté, aucune maladie, rien du tout qui pourrait expliquer son comportement. Donc les prêtres, eux, sont bel et bien persuadés qu'ils ont eu affaire à un véritable cas de possession. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas qui est réellement, même si on a des suppositions, le petit Robbie. Donc on suppose que s'il était encore en vie aujourd'hui, il serait âgé de plus de 85 ans. De plus, il est difficile de tracer ce qu'il a fait parce que après les événements, lui et sa famille, quand il était encore jeune, ont déménagé. Ils ont carrément changé de côte sur les États-Unis. Il y a quelques détails ici et là qui ressortent, comme le fait qu'il aurait appelé son premier fils Michael, en hommage à l'intervention divine qui l'aurait sauvé de son état de possession. Michael pour Saint-Michel. Le père Boden, lui, est décédé en 1983, et la dernière personne ayant assisté aux exorcismes et aux rituels de Robbie, le père Walter Halloran, lui, est décédé en 2005. Donc tous ceux qui ont participé de près ou de loin, qui ont tous les détails de ce qui s'est passé, eh bien ne sont plus en vie. Il se trouve aussi que la chambre où a résidé Robbie à Saint-Louis, là où ont eu lieu les exorcismes, a été scellée après la libération de Robbie, après les rituels. Elle n'a plus jamais été réutilisée. Et tout l'établissement, l'hôpital où ça s'est passé, a été démoli. De plus, la maison où la famille de Robbie vivait, celle qui se trouvait dans le Maryland, a également été démolie et maintenant ce n'est plus qu'un terrain vague qui n'est simplement pas utilisé. Donc il est impossible de savoir ou de récupérer des choses en lien avec l'exorcisme de Robbie Mannheim. La seule chose qu'on a concernant cet exorcisme, ce sont les témoignages des personnes qui y ont participé et c'est tout. Donc maintenant c'est libre à moi, à vous de croire si cette histoire s'est effectivement bien passée ou si il y a peut-être des détails, tout ce qui est spirituel qui n'est pas le cas et qu'il y a bien quelque chose de médical, de nerveux peut-être, qui pourrait expliquer tout ça, ou si jamais tout cela n'est qu'une simple histoire pour nous faire peur. Voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. J'ai trouvé que c'était une histoire très intéressante, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous partager cette histoire, une histoire qui a inspiré le film L'Exorciste. Après, par rapport à ce que je vous ai raconté et par rapport à l'histoire qui est supposée être réelle, il y a quand même énormément de choses qui diffèrent. Je pense que le film s'est inspiré juste de la base de l'histoire et ensuite les scénaristes ont laissé libre cours à leur imagination pour écrire la suite parce qu'on voit qu'il n'y a vraiment rien à voir avec l'histoire de Robbie. D'ailleurs, petit truc amusant sur tout ça, j'ai voulu traiter ce sujet-là parce que j'en avais envie, j'avais envie de le faire depuis un petit moment. Et j'ai remarqué, au moment juste avant de tourner la vidéo, que il y a un nouveau film L'Exorciste qui va sortir très bientôt, là au mois d'octobre. Donc je me disais, tiens, la coïncidence est folle. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici si jamais vous voulez me suivre là-bas, voir ce que je fais hors de YouTube. M'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée, c'est avec plaisir que je vous accueille là-bas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était un plaisir pour moi de vous partager cette histoire. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut!